Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise, que je remercie d'être mon invité. Et là, pour le oui-non, pouvez-vous enfin me dire clairement la position de votre parti en cas de duel PS-Front National dimanche prochain? Oui ou non, vous me direz laquelle après. Ma position, oui. Le Premier ministre a-t-il aujourd'hui infléchi son discours d'hier? Non. Comprenez-vous pourquoi de nombreux électeurs de l'UMP votent aujourd'hui Front National? Oui. Craignez-vous des dissensions grandissantes au sein de la coalition des pays engagés en Libye? Oui. Nicolas Sarkozy doit-il faire de la réduction des déficits publics un axe essentiel de sa prochaine campagne? Certes, oui. On reviendra sur cette question, je sais que c'est un de vos thèmes favoris. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord me donner votre position et puis la position de l'UMP? Parce que je sais bien qu'on est un peu lent dans la presse, mais on n'arrive pas à bien en avoir une de position, d'appel au vote. Ma lecture, ma conviction à propos de la position de l'UMP, c'est le refus de la peste comme du choléra. Si nous nous confondons avec le Parti socialiste, nous faisons clairement le jeu de l'extrémisme et donc du Front National, puisque c'est son principal thème de campagne, qu'on y réfléchisse un peu. Et bien entendu, si nous donnions le sentiment d'encourager des gens qui n'ont rien de concret et de crédible à proposer, ce serait peut-être encore pire. Donc, pas de choix entre la peste et le choléra, c'est la position de Philippe Marini. Pas de choix entre la peste et le choléra. Donc, ou abstention ou vote blanc. Liberté de nos électeurs dans les conditions locales où ils se trouvent. Mais hier, le Premier ministre a dit qu'il faut voter contre le Front National. Bon, alors après, il a nuancé aujourd'hui, mais vous êtes bien d'accord que ce n'était pas exactement ce qu'on avait entendu dans la bouche de Jean-François Copé? Je ne suis pas un exégète assez savant pour pouvoir vous répondre. Ça, je comprends que vous vous défiliez, parce que nous, on n'y arrive pas non plus. Vous avez raison. Alors, plus sérieusement, politiquement, comment vous comprenez que autant d'électeurs de l'UMP, même si ça ne sont pas les seuls, et le Front National prend aussi sur l'électorat de gauche, mais comment comprenez-vous l'évolution de vos électeurs vers le Front National, d'une partie d'entre eux en tout cas? Elle s'est déjà produite, notamment dans mon département, où l'on a vu le Front National apparaître à des niveaux élevés dès les années 80. La première fois, c'était 83, dans des municipales. Et ça a suivi aux européennes de l'année suivante. Puis, ça s'est atténué, puis c'est reparti. Donc, il y a des accès de fièvre. On peut les comprendre. C'est du mécontentement, c'est de la protestation. C'est en même temps le sentiment que l'on est pris de toutes parts et que le politique est impuissant. En quelque sorte, c'est une sanction de cette impuissance que crée la situation, la crise, l'Europe, la mondialisation, les délocalisations. On peut penser qu'à l'inverse, c'était justement le volontarisme politique affiché par Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle qui avait remobilisé un corps électoral dans des proportions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et que c'est peut-être la déception de ce volontarisme dans l'action qui fait que les électeurs retrouvent une sorte d'incrédulité. Voilà, et comme il l'a dit, il est aujourd'hui le challenger et plus vraiment le tenant du titre, du moins en termes de sondage, et c'est à mon avis très bon pour son moral. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'est ça? Parce qu'il aime ce type de situation? Oui, et en même temps, l'expérience de Valéry Giscard d'Estaing qu'il nous rappelle sans cesse est là pour montrer que si l'on est trop tranquille dans son fauteuil, aujourd'hui, on est vraiment en risque. Mais en même temps, ça n'est pas faire un procès d'intention à la majorité que de dire que, disons, depuis l'été des Roms, à chaque fois que le choix des thèmes a été explicitement déterminé en fonction des thèmes qui faisaient un peu le fonds de commerce du Front National, ça a plutôt eu des conséquences défavorables. Marine Le Pen, elle monte de mois en mois à chaque fois qu'il y a le débat sur les Roms, le débat sur l'islam, le débat... Est-ce que là, il n'y a pas, je sais pas, une réflexion stratégique à avoir de votre part à l'UMP? À mon sens, plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on aura tendance à raisonner aussi en termes de crédibilité. Que peut faire tel ou tel candidat? À quoi s'engage-t-il? Comment réellement sortir de la crise? Que faire avec l'euro? Ça implique prendre des responsabilités, un discours concret et pas seulement demander la hausse des salaires partout. Donc vous pensez que le thème de l'économie et du social va petit à petit discriminer les candidats sérieux des autres, quoi? Je le crois. L'épreuve de crédibilité, elle n'est pas encore intervenue. Elle n'interviendra que dans les derniers mois de la campagne. Alors justement, dans cette crédibilité, c'est un de vos chevaux de bataille. Il y a la réduction des déficits publics. On ne peut pas dire, même s'il y a eu la crise là, que Nicolas Sarkozy arrive avec un très bon bilan à présenter aux Français sur les déficits publics.
La crise, nous l'avons atténuée au prix d'un approfondissement du déficit public. Mais nous l'avons atténuée. Nous avons évité des dizaines de milliers de fermetures d'entreprises et une aggravation encore plus importante du chômage. Maintenant, c'est la sortie de crise et il s'agit aussi de sortir de la crise de l'euro. On n'a pas le droit à l'erreur car toute note abîmée par les marchés financiers, cela représente des milliards d'intérêts supplémentaires à verser aux banques et donc encore moins de liberté pour notre gestion. On n'a pas le choix. Et quelle piste il y a? Parce que la réduction du train de vie de l'État et tout, ça y est, enfin ça y est, je dis, c'est un processus continu, mais on a taillé déjà quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres pistes possibles? Réforme fiscale, nouvelle stratégie fiscale, suppression de toutes les niches fiscales. De toutes les niches fiscales. De toutes les niches fiscales. Ça, électoralement, faut oser l'assumer, parce que ça fait beaucoup de mécontents. Supprimer toutes les niches, c'est mieux que gratter chacune d'entre elles, à mon avis, si cela se traduit par une politique économique active, lisible et qui soit un argument de compétitivité. C'est jouer finalement l'économie, notre attractivité, et non pas la défense de chaque intérêt catégoriel pris un par un. Supprimer toutes les niches fiscales et le pendant, supprimer l'impôt sur la fortune? Oui, certainement, mais pour autant retrouver son produit par d'autres prélèvements. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre que l'on va pratiquer une politique de baisse d'impôts, ce serait mensonger. Il faut obtenir un rendement supplémentaire de notre fiscalité et de l'ensemble de nos prélèvements obligatoires et en même temps gérer chaque euro d'argent public avec une exigence accrue, ce qui nécessairement fait mal. Oui, ça, si on en croit le rapport annuel de la Cour des comptes, ça fait mal et ça fera mal encore, cette exigence. Dernière question sur la Libye. Il y a plutôt une unité nationale aujourd'hui derrière l'action du président de la République et sa décision d'intervenir dans le cadre de la coalition et du mandat de l'ONU. En même temps, il y a beaucoup d'incertitudes, y compris sur la finalité exacte de cette opération. Quand je dis finalité, c'est aussi qu'est-ce qui va y mettre un terme? Est-ce que c'est la chute de Kadhafi? On voit bien le pourquoi de cette intervention, protéger les populations civiles. On voit mal qui va décider du terme si, par exemple, Kadhafi n'est pas destitué ou en fuite, comme ce serait évidemment l'issue la plus favorable. À mon sens, il y a un risque dont nous nous prémunissons, c'est celui d'une opération de l'OTAN, sous la responsabilité de l'OTAN, qui transformerait complètement cette intervention. Et s'agissant de son issue, c'est le cessez-le-feu, c'est une situation stabilisée sur le terrain et vraisemblablement une partition de fait de la Libye, sauf si le système du guide, ce qu'il prétend être, s'effondre. Merci beaucoup Philippe Marini. Cette interview, vous pouvez la retrouver sur le site internet tf1news.fr. L'info continue sur LCI.